Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne avec Monsieur Richard Labivière. Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Il faut bien préciser à notre tour que Monsieur Richard Labivière est rédacteur en chef de l'hebdomadaire en ligne Proche-Moyen-Orient.ch et collaborateur Afrique-Asie. Monsieur Richard Labivière, comme vous le savez, l'Europe traverse une période très difficile. Et cette situation se caractérise avec cette crise sanitaire. La question principale, comment vous voyez dans un premier temps la réaction de l'Europe économique face à cette crise sanitaire? Alors, écoutez, tout d'abord, je pense que non seulement l'Europe, mais le monde entier est confronté à une crise majeure, une crise globale qui touche non seulement l'Europe, mais tous les continents, qui dans sa filiation de virus, semble-t-il, est partie d'un marché mêlant des animaux domestiques et des animaux sauvages en Chine. Et donc ainsi, cette pandémie s'est répandue sur la plupart des continents. Et donc ce qu'on a observé, que ce soit en Europe ou ailleurs, le premier réflexe a été pour beaucoup d'États, de fermer leurs frontières. Alors, pour regarder plus spécifiquement la réaction européenne, elle se situe à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur le plan institutionnel, on peut remarquer qu'il n'y a eu aucune réaction, sinon riposte coordonnée de la part des institutions européennes, et que les institutions européennes, indépendamment d'une politique agricole commune tout à fait improbable, on voit bien que l'Union européenne comme institution qui ne sait pas gérer la crise migratoire, qui a dû remettre en cause l'espace Schengen, la liberté de circulation des biens et des personnes, et bien que sur le plan purement institutionnel, l'Union européenne et la Commission européenne ont été absolument incapables d'avoir une réponse et une réaction commune avec les 27 États membres depuis la sortie de la Grande-Bretagne face à cette pandémie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, nous ramène donc à des réactions et des gestions de cette crise séparées, qui, si vous voulez, ont été adoptées et pas au même rythme et avec les mêmes moyens par les différents États de l'Union européenne. J'en prends pour preuve la réaction tardive de la Grande-Bretagne d'adopter des mesures de confinement de dépistage. Je prends pour preuve la différence de moyens, de lits, de dépistage entre l'Allemagne qui a plus de moyens économiques et la France. L'Allemagne a le double de lits dans les hôpitaux que la France, par exemple. Et j'en viens à la situation de l'Italie qui est vraisemblablement, d'après ce qu'on sait, la plus problématique en nombre de victimes. Donc voilà, si vous voulez, pour avoir une grande disparité de cette pandémie avec des ripostes et des attitudes, je dirais, non pas européennes au niveau des institutions, mais très stato-nationales et très nationales qui se sont faites à des rythmes différents et en ordre dispersé. Donc ça, c'est la première remarque, si vous voulez, de manière générale. Comparé à d'autres continents comme l'Asie, sinon la Chine, on ne sait pas encore vraiment ce qui va se passer, comment les choses ont évolué en Afrique, mais on commence à un peu avoir des renseignements sur l'évolution aux États-Unis qui semblent être catastrophiques. Il est clair que l'Europe et la plupart de ces pays, l'Europe du Sud, sont apparus dans une situation de faiblesse, de fragilité, et sinon d'une certaine tiers-mondisation, si vous voulez, comme dans les années des 30 Glorieuses. Donc ça, c'est une première remarque qui montre à quel point, si vous voulez, l'illusion de la supériorité européenne dans les secteurs
de la santé, de la recherche, etc. Tout cela était une fausse idée et n'a plus raison d'être, en tout cas n'est plus du tout opérationnel. Je dirais l'autre remarque qui me paraît la plus profonde et qui explique un peu cet état de déglingue, si je puis dire, c'est que en fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'application du plan Marshall, avec la mise en place du marché commun, puis d'une Union européenne qui n'a cessé de s'élargir sans s'approfondir politiquement, qui n'a cessé d'ouvrir ses frontières, de prôner le libre marché, le libéralisme économique, puis le néolibéralisme, puis l'ultralibéralisme, eh bien, la plupart des pays européens ont joué le court-termisme sur le plan économique et financier, et que cette politique a eu pour conséquence un démantèlement des services publics et aussi un affaiblissement des politiques étatiques de relance keynésienne de l'économie et d'une certaine façon beaucoup fragilisé cette Europe qui a misé sur son ouverture à une mondialisation libérale et néolibérale et qui a provoqué une grande désindustrialisation de la plupart des pays européens, à commencer par la Grande-Bretagne, à commencer par la France et même l'Allemagne, même si l'Allemagne produit encore et exporte des machines-outils. Le bilan économique de l'Union européenne est non seulement le démantèlement, la privatisation de la plupart des services publics, mais surtout une désindustrialisation majeure qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voulez acheter une cocotte minute ou une poêle dans un magasin dans la plupart des pays européens, c'est made in China. Bon. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous devez fabriquer des machines pour des défibrillateurs, des machines pour respirer, etc., en catastrophe, on est en train de réorienter des chaînes de production dans l'industrie automobile comme PSA ou Volkswagen, etc., pour fabriquer ces machines qu'on a désappris à produire, si je puis dire. Donc ça, si vous voulez, c'est une remarque quand même très profonde qui fait que l'Europe a perdu ses industries, a perdu son agriculture, voire même ses services pour miser sur des mécanismes financiers, sur une financiarisation de l'économie, ce qui amène beaucoup d'observateurs, dont Marcel Boucher dernièrement dans un entretien publié par Figaro, expliquant que ainsi l'Europe a perdu le sens de la prise de décision politique, a perdu le sens de l'approche politique du réel et si vous voulez, du politique tout court. Et qu'en Europe, dans la plupart des pays européens, on assiste à une implosion du politique et que les gens qui gèrent ces pays, à commencer par Emmanuel Macron en France, sont des produits de l'establishment financier, de la grande banque, et de l'inspection des finances en France, de l'ENA, etc., etc. Donc aujourd'hui, on voit bien que les pays qui s'en sortent le mieux, si j'ose dire, à commencer par la Chine, voire la Russie, voire nos amis cubains qui exportent et qui envoient leurs médecins aider l'Italie et d'autres pays en Europe, sont des pays où, si vous voulez, la politique a encore droit de citer et où la politique ambitionne de dominer les mécanismes et la fuite en avant économique. Or, pour ma part, aujourd'hui, cette crise est révélatrice d'une Europe qui, justement, pour reprendre les termes de Marcel Boucher, a perdu le sens du politique, a perdu le sens de sa gouvernance politique, se laissant, je dirais, entraîner par des mécanismes économiques et financiers qui ont abouti à cette espèce de mondialisation dérégulée qui s'avère être absolument catastrophique face à cette crise qui nécessite au contraire, je dirais, une réaction régalienne avec des administrations et des appareils d'État qui fonctionnent. Si bien que ce qui est assez paradoxal, si vous voulez, sinon assez absurde, c'est de voir aujourd'hui des personnes comme la chancelière Angela Merkel, championne du néolibéralisme, dire qu'il est à nouveau nationalisé des secteurs sensibles de l'économie allemande. Ça amène le président français Emmanuel Macron à faire
sur la souveraineté nationale, aux accents d'un Conseil national de la résistance de Jean Moulin qui était tellement décrié il n'y a pas si longtemps. Donc, si vous voulez, cette crise choc et est un électrochoc pour ces dirigeants européens qui ont désappris le sens de la politique, de l'État et des appareils d'État et d'outils d'intervention administrative et politique qui sont nationalisés, qui sont des services publics. Je crois que ça c'est la grande leçon qu'on peut tirer à ce stade. Il y a bien d'autres inconnus qui vont se poser quant à la sortie de cette crise, le déconfinement, et qu'est-ce que cette crise va avoir comme conséquence sur un plan géopolitique. Moi, j'ai écrit un article dernièrement sur mon journal proche-moyen-orient.ch qui sort tous les lundis à Genève, qui s'appelle Géopolitique d'après. Donc là, on on va essayer d'en parler un petit peu. On va essayer d'en parler par rapport à cette géopolitique de demain, donc l'après-corona, j'ose dire. Donc, il y a une question, si vous le permettez, avant d'y arriver à cette question de la géopolitique de demain. Vous avez évoqué un certain nombre de points qui m'interpellent. Vous avez parlé comme quoi on a fait un choix. Le choix, ce n'est plus l'économie de base. On a pris la finance directement. Donc, on a opté pour la facilité, quelque part. Oui. Troisième point, il y a une crise d'élite. Ça vient d'où? Oui, le fait de voir les économies européennes s'embarquer dans les chemins de l'ultralibéralisme sur la voie de la financiarisation qui finissent par n'avoir plus aucune espèce de rapport avec l'économie réelle, l'économie quotidienne, je pense que c'est moins la question d'un choix que d'une orientation qui n'a plus été maîtrisée. Louis Althusser dirait d'un procès sans sujet, où on a ouvert la boîte de Pandore et après on n'a plus vraiment maîtrisé quoi que ce soit, et que cette évolution n'a pas été accompagnée de choix politiques successifs, puisque on a considéré que l'économie, la main invisible, pour prendre les termes des libéraux et d'Adam Smith, c'est bien que la main invisible du marché rétablirait tout ça. Moi, je me souviens avoir fait des entretiens à l'époque avec le président de la Commission européenne, Jacques Delors, puis avec mon ami Michel Rocard, paix à son âme, où je leur pose la question suivante en disant, écoutez, dès l'instant où vous avez créé une monnaie unique qui s'appelle l'euro et une banque européenne, comment se fait-il que vous n'alliez pas plus loin pour harmoniser un peu les politiques budgétaires et fiscales des États membres qui ont choisi l'euro, cette monnaie commune, dans la mesure où une monnaie nécessite une politique budgétaire et une politique fiscale. Réponse de Delors et de Rocard, c'est de dire, mais mon cher Lamévère, tout ça viendra et suivra de manière obligée, coûte que coûte, et de toute façon. Eh bien, la preuve est que les ajustements budgétaires, fiscaux et étatiques n'ont absolument pas suivi, et c'est l'illustration de cette fuite en avant, de ce glissement, de cette décadence, je dirais, économico-financière, montre à quel point, si vous voulez, les dirigeants, les gouvernants européens n'ont rien maîtrisé du tout, et que le processus est devenu fou et s'est généré de lui-même, encore une fois, pour reprendre l'image Althusser, est devenu un procès sans sujet. Justement, tout ça dans un moment où d'autres forces économiques prennent de l'ampleur, notamment bien entendu la Chine qui a pris une place de second, voire à égal avec les États-Unis sur le plan économique. Oui. Il y en a d'autres. Il y a la Turquie, malgré ce qu'on peut dire sur la Turquie, ça fonctionne sur le plan économique. Il y a bien sûr l'Inde, il y a la Russie, il y a d'autres forces émergentes qui sont là et qui sont aux aguets. Mais justement, mais c'est très intéressant. Tous les exemples que vous venez de citer sont très pertinents, mais ramènent tous à des formes de capitalisme autoritaire. À commencer par la Chine, qui pratique un capitalisme libéral, mais encadré par un parti communiste unique, et qui gère la course au pétrole et aux matières premières, la course aux investissements et au déploiement de ces routes de la soie. Tout cela se fait à travers un régime politique autoritaire, sinon dictatorial. Les autres exemples que vous prenez, dont la Turquie, qui est la 15e économie du monde, se déploie ses réussites économiques en Asie centrale et ailleurs
dans le bassin méditerranéen, à l'appui d'un pouvoir de la des frères musulmans turcs, qui est un pouvoir autoritaire qui piétine les libertés démocratiques, les libertés civiles et politiques dans la plupart du pays et des municipalités de Turquie. Les autres exemples, on peut prendre la Russie, qui elle aussi est une économie extrêmement dirigée, l'Inde également avec M. Moudir, donc là, si vous voulez, comme dit Hubert Védrine, l'ancien ministre français des Affaires étrangères, la mondialisation est un processus complexe qui d'abord multiplie les interlocuteurs et les intervenants, et pas toujours étatique. Vous avez aussi aujourd'hui des sociétés ou des ONG qui ont autant de pouvoir, si ce n'est plus que certains petits États membres des Nations Unies. Mais ça, c'est une réalité. Mais la différence aujourd'hui se fait, et je cite toujours Hubert Védrine, entre les États, entre ceux qui savent ce qu'ils veulent et ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon, très clairement, tous les États que vous avez cités, la Chine, l'Inde, la Russie, la Turquie, sont des pays qui ont une stratégie, qui savent exactement ce qu'ils veulent avec un agenda très précis. Face à cela, vous avez des pays européens, des vieilles démocraties fatiguées qui sont souvent dans l'indécision et qui, à l'évidence, ne savent pas ce qu'elles veulent. Vous avez en arrière-plan, évidemment, les États-Unis qui, si vous voulez, avec un président très étrange qui est un agent immobilier qui gère ce pays au coup par coup, à coup de tweets et dont la seule obsession est sa réélection en novembre prochain. Donc tout cela donne un ordre international assez fragmenté, assez instable et imprévisible, justement, où les pays dont le régime politique est assez autoritaire, qui ont un agenda précis, qui savent ce qu'ils veulent, eh bien, font la différence et arrivent à imposer leur vue aux autres qui, souvent, si vous voulez, se perdent dans des conjectures économiques et politiques qui ne sont pas prioritaires. Tout le monde vous a suivi les différentes déclarations de l'Italie. L'Italie, l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, il est à genoux. Oui. Il est à genoux. Il est en train de demander de l'aide. Jamais c'était prévu un jour. Oui, c'est une situation, vous avez raison, c'est une situation tout à fait inédite, à tel point que les conseils européens successifs prient Mme Merkel d'un peu une relative solidarité budgétaire pour éviter que les pays les plus faibles ne sombrent. Jusqu'à maintenant, Mme Merkel est sur une position très intransigeante, mais qu'elle devra très très vite abandonner, puisque, si vous voulez, dans la mesure où aujourd'hui la Chine aide plus l'Italie que l'Union européenne, il est clair qu'au sortir de cette crise, après la Grande-Bretagne, c'est l'Italie qui pourrait sortir de l'Union européenne, ce qui porterait un nouveau coup fatal à une Union européenne qui serait en danger très très grave. Et donc là, il est clair qu'un certain nombre de questions de fond se poseront à Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, mais aussi aux autres dirigeants européens, sur la façon dont cette Union européenne va essayer de redémarrer. Vous voyez l'exemple le plus absurde qui soit de cette Union européenne actuellement confrontée à une crise, une pandémie sanitaire vitale et majeure, c'est il est question, l'Union européenne a envisagé il y a quelques jours l'élargissement à la Macédoine et l'Albanie. Comme si c'était le moment. Je veux dire, sans compter qu'on peut se poser quand même un certain nombre de questions sur l'Albanie, dirigée par Monsieur Taci, un criminel de guerre de Lučeka, l'Albanie d'où sortent et par lequel transitent des trafics d'armes, de drogue et d'organes d'êtres humains. Je veux dire qu'aujourd'hui, que l'Union européenne puisse envisager un élargissement à la Macédoine, c'est une chose, mais à l'Albanie, ça montre à quel point, si vous voulez, cette structure de l'Union européenne n'est pas du tout adaptée aux situations de crise et de crise réelle pour faire des choix qui sont prioritaires et qui se perdent dans un mécanisme, un fonctionnement bureaucratique, administratif, qui est sans queue ni tête jusqu'à, encore une fois, envisager en pleine situation de crise un élargissement à la Macédoine et à l'Albanie. Bon, ça, c'est un exemple absolument extrême qui montre l'absurdité de ce mécanisme européen, mais qui nous ramène à des situations nationales de ces différents pays, et on
l'Italie, on peut parler d'Espagne, on peut aussi parler de la France, qui se trouvent dans des situations, je dirais, économiques dramatiques, avec des économies qui fonctionnent à un quart de leurs possibilités, avec beaucoup d'employés de sociétés en arrêt de travail, sinon en cessation de paiement. Donc, si vous voulez, je ne dis pas que la crise économique qui va suivre le déconfinement fera plus de victimes que la pandémie elle-même, mais aujourd'hui, bien malin qui pourrait dire comment, si vous voulez, les économies européennes, sans parler de celles des autres continents, vont pouvoir redémarrer et avec quelles conséquences durables sur les bourses, sur les monnaies, sur les situations immobilières, sur les prêts et sur la fiscalité. Et sur là, si vous voulez, un nombre de questions qui sont absolument inédites et effarantes et qui, si vous voulez, se posent de manière, je dirais, beaucoup plus dramatique que ce n'était le cas à la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque là, je ne dis pas que les choses étaient simples, mais en tout cas, il fallait reconstruire la plupart des pays qui avaient été dévastés par la Seconde Guerre mondiale, et avec l'aide du plan Marshall, ça a donné des phases d'investissement public et de réindustrialisation massive qui ont abouti aux 30 Glorieuses. Sauf que, comme vous le savez, à partir du premier choc pétrolier du début des années 70, ces économies reconstruites sont entrées en crise, non pas de conjoncture, mais structurelle, qui se sont caractérisées par des taux d'inflation importants, par un chômage endémique et crise structurelle dans la plupart des pays européens et même développés, parce que je pense au Japon, aux États-Unis, au Canada, crise structurelle de l'économie libérale, sinon pour rappeler un chat l'économie capitaliste, d'une crise latente et structurelle dont ces pays ne sont absolument pas sortis. Donc, je dirais que la pandémie actuelle, si vous voulez, va démultiplier ces questions et les incertitudes et surtout poser le problème des mécanismes qui vont devoir être adoptés et mis en place pour répondre à ces enjeux qui nécessiteront, j'y reviens, un minimum de coopération internationale, sinon de coordination et d'adoption de nouvelles règles communes absolument inédites. Alors ça, vous le faites dans quel contexte, selon quel format, avec quel leadership et selon quelle méthode. C'est une question absolument majeure. Devant ces éléments-là que vous avez évoqués, il y a un élément de taille aussi, j'aimerais bien l'intégrer dans cette introduction vers la géopolitique mondiale. Il y a cette terre fertile pour le populisme aussi, sur le plan social, sur le plan interne. Le souci qui se pose, est-ce que, selon vous, l'Europe, je parle que de l'Europe parce que le restant du monde, chacun se débrouille à sa manière. Vous l'avez bien dit pour les États-Unis avec le président Trump, America First. Donc lui, il pense à aller aux États-Unis. Les Russes, ils essayent de jouer le force power. L'Europe, est-ce que selon vous, sera une Europe bien aimée? Ou bien elle rentrera dans la logique qu'on a développée un certain temps avec vous et avec M. René Nabaye ainsi son Excellence Michel Rambaud. L'Europe risque de rentrer dans une phase d'être mal aimée et qui risquera certainement de provoquer sur la puissance géopolitique de l'Europe dans son ensemble, notamment en Afrique et notamment au Moyen-Orient. Tout d'abord, vous évoquez les États-Unis. Au jour d'aujourd'hui, il est clair que la réélection qui était probable avant la pandémie du président Donald Trump n'est plus du tout une chose acquise, qu'il se passe des choses aux États-Unis sur lesquelles nous sommes très très mal informés. La vente des armes à feu a connu un bond incroyable. Il y a des affrontements armés dans le métro de New York sur lesquels nous avons très peu d'informations. Des gens meurent dans les hôpitaux new-yorkais. La plupart des gens n'ayant pas d'assurance privée ne sont pas pris en charge, etc. Donc il faudra quand même voir comment tout ça va peser sur les élections de novembre prochain, qui ne voit plus, comme c'était il y a quelques mois, la réélection assurée de M. Trump, avec des incertitudes qui pourraient voir des élections contestées par les uns et les autres, et encore une fois, voir des affrontements armés dans un pays surarmé où l'on achète des fusils à pompe plus facilement que des bières ou des gâteaux. Bon, ça c'est la première remarque. L'autre remarque, si vous voulez,
Je ne pense pas que l'Europe, de manière compacte, si vous voulez, va faire l'objet d'une détestation absolue de la part de l'Afrique et des autres continents, dans la mesure où aujourd'hui, dans l'état des rapports nord-sud et des échanges entre l'Europe et les pays africains, il y a quand même un certain nombre d'enchevêtrements mêlés qui font que il y a, je dirais, des situations absolument symétriques, bien qu'asymétriques, où, pour parler français correctement, on peut dire je te tiens par la barbichette, c'est-à-dire que si vous le continent européen ne va pas se refermer sur lui-même et être l'objet d'une détestation planétaire qui ferait que l'Europe se retrouverait entre elles avec ses 27 États membres sans plus aucune relation avec l'Afrique et les autres continents. Donc je crois qu'il faut peut-être élargir la réflexion sur cette géopolitique d'après, avec deux écoles principales. Les optimistes, dont par exemple mon ami Bertrand Badi, qui est professeur de relations internationales à Sciences Po, lui pense que cette crise va obliger les pays européens, mais aussi d'autres, à dépasser leurs égoïsmes nationaux pour s'acheminer progressivement vers l'affirmation d'une gouvernance globale. Bon, ça c'est la voie optimiste, une gouvernance globale qui prendrait en compte les problèmes sanitaires, le réchauffement climatique, les grands déséquilibres économiques, tout ce que vous voulez. Bon. À cette approche optimiste répond l'école réaliste, dont celle du Védrine, qui consiste à dire regardez ce qui se passe indépendamment de l'Union européenne et d'autres organisations régionales. On pourrait parler de l'Union africaine, de la Ligue arabe, d'autres, voire des Nations unies. La réaction de la plupart des pays a été de fermer ses frontières. Donc, à tout le moins, la géopolitique d'après, en partant du principe que les gouvernants qui gèrent leur pays sont des gouvernants responsables, à tout le moins, ce qui pourra s'imaginer ou se remettre sur pied, toujours d'après Berlin, c'est une coopération internationale à minima, avec l'établissement d'un certain nombre de règles communes sur certains dossiers vitaux. Depuis des années, Hubert Védrine pourfend l'expression de communauté internationale, qui est une expression linguistique qui ne correspond à aucune espèce de réalité. Donc une fois qu'on a dit ça, on le fait dans quel cadre? Alors aujourd'hui, la seule format universel qui existe, c'est pas l'Europe, l'Asie, l'Amérique ou l'Union africaine ou d'autres organisations régionales, c'est l'Organisation des Nations Unies. C'est les Nations Unies avec tous les défauts qu'on connaît, mais qui est la seule enceinte universelle avec 195 États membres, qui chaque année se retrouve à New York pour l'Assemblée générale, qui fonctionne avec des imperfections notoires depuis la charte de San Francisco, de son Conseil de sécurité, de ses États membres permanents, de son droit d'être. Donc tout ça, véritablement, sera certainement à revoir et à être amendé et corrigé, et certainement il s'agira de reprendre et de modifier la charte de San Francisco, la charte des Nations Unies, qui jusqu'à maintenant, si vous voulez, cadrait un peu le fonctionnement des Nations Unies, dont la fonction principale, et il faut s'en souvenir, est d'essayer de maintenir la paix et la stabilité mondiale. Bon. Donc ça, si vous voulez, c'est des perspectives très formelles, parce que, quoi qu'il arrive, que ça se passe au niveau européen, africain, asiatique, ou américain, Amérique du Nord, Amérique latine, il s'agira de retrouver un forum international mondial dans lequel les pays pourront discuter avec un minimum de méthodes et de règles du jeu. Bon, ça ne se fait pas dans le cadre des G7 et des G20 qui n'ont aucune, je dirais, portée opérationnelle et représentativité. On sert simplement à des photos opportunités et à faire de la communication. Donc là, il s'agira bien de retrouver quelque forme que ce soit de format multilatéral opérationnel avec de nouvelles règles pour envisager et répondre, parce que aux nouveaux dangers qui ne seront pas supprimés d'un coup de baguette magique de déconfinement, puisque le Covid-19 peut très bien engendrer le Covid-20, 21, 22, 23 à l'infini, avec une deuxième vague de cette pandémie. Donc il s'agira, et je crois que la plupart des gouvernants en sont bien conscients, je dirais des pays qui prônent le populisme à ceux qui prônent le plus d'ouverture, il s'agira bien d'édicter ou de
de retrouver un forum minimal de discussion pour se mettre d'accord sur certaines règles communes minimales. Écoutez, à suivre, hein, Monsieur Richard Labivière, qui est rédacteur en chef de l'hebdomadaire en ligne. J'invite notre auditoire à le consulter proche-moyen-orient.ch. Les collaborateurs d'Afrique-Asie, merci infiniment cet éclairage fort intéressant, surtout dans ces moments de doute. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se disent, mais moi je pense l'après Corona, c'est maintenant que ça se décide, c'est maintenant que ça se travaille. Bien sûr. Voilà, merci infiniment. Merci je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.